Le général George Patton croyait que la guerre était un chaos et qu'il était né pour le maîtriser. Alors que d'autres généraux commandaient depuis des quartiers généraux confortables, loin derrière les lignes, Patton vivait près des combats, rendant visite à ses troupes quotidiennement et les poussant sans relâche vers l'avant. Mais à quoi ressemblait réellement la vie quotidienne de Patton pendant ces campagnes? Comment passait-il ses journées, du matin jusqu'au soir, en commandant des centaines de milliers d'hommes au combat? Voici l'histoire de la façon dont le général Patton a vécu et travaillé sur les lignes de front, menant l'une des forces militaires les plus réussies de l'histoire au cours de la dernière année de la guerre en Europe. Le général George Patton se levait tôt chaque matin, généralement vers 6 heures, même lorsque sa 3e armée s'enfonçait profondément en territoire ennemi. Sa caravane personnelle ou une maison réquisitionnée lui servait de quartier et il la maintenait impeccable. Patton était obsédé par l'apparence et la discipline. La première chose qu'il faisait était donc de se raser soigneusement et de revêtir son uniforme. Mais ce n'était pas n'importe quel uniforme. Patton portait un uniforme sur mesure avec des bottes d'équitation cirées, brillant comme des miroirs, un pantalon et une veste parfaitement repassés, couverts de rubans et de médailles. Il ceignait ses fameux revolvers à crosse d'ivoire, un à chaque hanche. Ses pistolets devinrent sa marque de fabrique et il les portait partout, même s'il les utilisait rarement au combat. Les revolvers avaient de véritables crosses en ivoire, pas en nacre. Et Patton s'énervait si quelqu'un les appelait des crosses en nacre. Il pensait que les crosses en nacre étaient pour les gentlemen raffinés, tandis que l'ivoire était pour les combattants. Après s'être habillé, il se regardait dans le miroir, ajustant son uniforme jusqu'à ce que tout soit parfait. Son apparence était extrêmement importante pour lui, car il croyait qu'un commandant devait ressembler à un guerrier, quelqu'un que les troupes suivraient en enfer s'il le fallait. Le petit déjeuner était généralement simple mais copieux. Patton mangeait des œufs, du pain grillé, du café et parfois du bacon ou des saucisses quand les approvisionnements le permettaient. Il mangeait rapidement car il n'avait aucune patience à perdre avec les repas quand il y avait une guerre à mener. Tout en mangeant, il examinait les rapports de renseignement arrivés pendant la nuit. Ses officiers d'état-major savaient qu'il devait les avoir prêts au moment où il se réveillait. Patton étudiait les cartes de manière obsessionnelle, traçant les mouvements des troupes du doigt, calculant les distances et planifiant la prochaine attaque. Il pensait toujours à attaquer, jamais à se défendre. Sa philosophie était simple: saisir l'ennemi par le nez et lui botter le derrière. Après le petit déjeuner, vers 7 heures du matin, il rassemblait son état-major supérieur pour le premier briefing de la journée. Ces réunions avaient lieu dans la salle d'opération de quel que soit le bâtiment qui lui servait de quartier général. La salle comportait de grandes cartes couvrant les murs, montrant la position de chaque division, régiment et compagnie. Patton se tenait devant ces cartes, une baguette à la main, et exigeait des mises à jour de ses officiers du renseignement, des officiers de ravitaillement et du personnel des communications. Il voulait tout savoir: combien de carburant ils avaient, combien de chars étaient opérationnels, où l'ennemi était le plus faible et quelles unités étaient prêtes à attaquer. Patton avait un tempérament explosif, et ses briefings matinaux étaient souvent le théâtre de ses cris contre les officiers qui lui apportèrent de mauvaises nouvelles ou trouvaient des excuses. Il jurait bruyamment, lançant parfois son casque à travers la pièce s'il apprenait que des approvisionnements étaient retardés ou qu'une unité n'avait pas atteint son objectif. Son langage était tellement ordurier que même des vétérans endurcis étaient choqués. Mais Patton se moquait d'être poli. Il se souciait des résultats. Après le briefing matinal, généralement vers 8 ou 9 heures, Patton montait dans sa Jeep personnelle pour sa visite quotidienne sur la ligne de front. C'était peut-être la partie la plus importante de sa routine. Contrairement à de nombreux généraux qui commandaient de loin derrière les lignes, Patton croyait qu'il devait voir les combats de ses propres yeux et laisser ses soldats le voir. Sa Jeep était spécialement modifiée avec un blindage supplémentaire et arborait un grand drapeau à 3 étoiles monté à l'avant pour que tout le monde sache que le général commandant était présent. Il s'asseyait toujours à l'avant, jamais à l'arrière, parce qu'il voulait tout voir. Son conducteur fonçait sur des routes boueuses, à travers des villages détruits et devant des colonnes d'infanterie en marche. Patton adorait la vitesse et détestait conduire lentement.
Ces trajets étaient donc des courses effrénées qui terrifiaient ses officiers d'état-major qui l'accompagnaient. En roulant, Patton scrutait le paysage, observant le terrain, vérifiant les positions défensives et notant mentalement d'où devraient venir les attaques. Il avait étudié l'histoire militaire toute sa vie et voyait chaque parcelle de terrain comme un champ de bataille potentiel. Quand il arrivait à une position de première ligne, Patton sautait de sa Jeep avant qu'elle ne s'arrête complètement et marchait droit vers les soldats les plus proches. Il faisait une figure frappante avec son uniforme ciré, son casque brillant et ses revolvers en ivoire qui capturaient dans la lumière du soleil. Des soldats épuisés, frigorifiés, boueux et terrifiés se redressaient soudainement en le voyant. Patton s'approchait d'eux, souvent alors que des obus tombaient à proximité, et commençait à poser des questions. Il voulait savoir s'ils avaient assez de munitions, si leurs armes fonctionnaient, s'ils avaient à manger et ce qu'ils pensaient des positions ennemies devant eux. Il ne leur parlait pas de haut. Au lieu de cela, il leur parlait comme à des guerriers, utilisant le langage rude qu'ils comprenaient. Il jurait avec eux, plaisantait et leur faisait sentir qu'ils faisaient partie de quelque chose d'important. Patton avait le don de faire croire aux soldats qu'ils étaient les meilleurs combattants du monde. Il leur disait qu'ils gagnaient, que les Allemands avaient peur d'eux, que la troisième armée était imbattable. Même quand les choses étaient difficiles, il irradiait la confiance. Mais il pouvait aussi être dur. S'il voyait un soldat négligé, avec une arme sale ou une veste déboutonnée, Patton explosait. Il réprimandait les officiers sur place pour ne pas porter leur casque ou pour avoir un équipement mal entretenu. Un jour, il gifla un soldat dans un hôpital parce qu'il pensait que l'homme simulait la maladie. Cet incident faillit mettre fin à sa carrière, mais il montra à quel point Patton était intense sur la discipline et la dureté. Pendant ses visites au front, Patton se rendait souvent directement au poste d'observation où des officiers surveillaient les positions ennemies aux jumelles. Il saisissait les jumelles lui-même et étudiait les lignes allemandes, posant des questions détaillées sur leur défense. Il voulait savoir où étaient placées leurs mitrailleuses, où se trouvait leur artillerie et où ils pourraient être vulnérables. Puis il prenait des décisions instantanées sur la manière d'attaquer. Il pouvait ordonner à un bataillon de bouger immédiatement, dire aux officiers d'artillerie de commencer à pilonner une cible spécifique ou ordonner aux unités de chars de se préparer à une percée. Ces officiers d'état-major s'empressaient de noter ces ordres et de les transmettre au quartier général. Patton n'attendait pas une planification minutieuse. Il croyait en l'action rapide et au coup dur avant que l'ennemi ne puisse réagir. La vitesse était tout pour lui. Il préférait prendre une décision rapide qui était juste à 80% plutôt que d'attendre un plan parfait qui arrivait trop tard. Vers midi ou en début d'après-midi, Patton retournait à son quartier général pour déjeuner. C'était généralement un repas rapide, souvent juste des sandwichs ou ce que la cuisine de campagne pouvait préparer. Il mangeait avec son état-major supérieur, mais le déjeuner n'était jamais juste un repas. Patton étalait des cartes sur la table, poussant assiettes et tasses, et commençait à donner des ordres pour la phase suivante de la bataille en cours. Il était implacable sur le maintien de l'élan. Si ses forces prenaient une ville le matin, il voulait qu'elles attaquent l'objectif suivant l'après-midi. Il détestait les pauses et les retards. Sa célèbre citation était « Un bon plan exécuté violemment maintenant vaut mieux qu'un plan parfait exécuté la semaine prochaine ». Cette philosophie guidait tout ce qu'il faisait. En mangeant, il pouvait recevoir des rapports sur des problèmes de ravitaillement. Les pénuries de carburant étaient des maux de tête constants, parce que les chars et camions de Patton consommaient des quantités énormes d'essence. La troisième armée avançait souvent si vite que les lignes de ravitaillement ne pouvaient pas suivre. Quand les officiers du ravitaillement lui disaient qu'il n'avait pas assez de carburant pour continuer l'avance, Patton entrait dans une colère noire. Il accusait les officiers de ravitaillement de timidité et ordonnait parfois aux unités de continuer à avancer, même quand elles étaient presque à sec. Il croyait que s'arrêter donnait à l'ennemi le temps de se regrouper, ce qui coûterait plus de vie plus tard. Alors, il poussait vers l'avant, réquisitionnant parfois du carburant auprès d'autres armées ou envoyant des groupes de raids pour capturer des approvisionnements allemands. Après le déjeuner, Patton retournait dans la salle d'opération pour des séances de planification de l'après-midi. Ces réunions impliquaient une coordination détaillée avec ses commandants de corps d'armée et de division. Il utilisait constamment le téléphone, appelant des généraux subordonnés et exigeant des mises à jour.
Ces conversations téléphoniques étaient légendaires pour leur grossièreté. Ils criaient contre les généraux qui n'avançaient pas assez vite, menaçant de les relever de leur commandement s'ils ne faisaient pas preuve de plus d'agressivité. Mais il faisait aussi l'éloge des unités qui performaient bien et il était généreux avec les médailles et les citations. Patton comprenait que les soldats se battaient plus dur quand ils savaient que leur commandant remarquait leurs efforts. Pendant ces sessions de l'après-midi, Patton devait aussi rendre des comptes aux quartiers généraux supérieurs. Il dépendait du général Omar Bradley et plus tard du général Eisenhower, et ses relations étaient souvent tendues. Eisenhower et Bradley pensaient que Patton était téméraire et s'inquiétaient qu'il cause des problèmes diplomatiques avec ses tactiques agressives et ses déclarations incendiaires. Patton pensait que ses supérieurs étaient trop prudents et ne comprenaient pas l'importance de maintenir l'élan offensif. Quand il recevait des ordres avec lesquels il n'était pas d'accord, il discutait férocement, les ignorant parfois complètement et prétextant plus tard que les communications avaient été confuses. Cette tendance rebelle lui causa des ennuis à répétition, mais elle permit aussi de remporter des batailles. En fin d'après-midi, généralement vers 17 ou 18 heures, Patton tenait un autre briefing majeur avec tout son état-major. Cette session du soir passait en revue tout ce qui s'était passé pendant la journée et finalisait les plans pour les opérations du lendemain. Les officiers présentaient les rapports de pertes, la consommation de munitions, les gains territoriaux et les renseignements sur les mouvements ennemis. Patton étudiait toutes ces informations soigneusement. Malgré sa nature impatiente, il pouvait sembler impulsif, mais en réalité, il prêtait une attention minutieuse aux détails qui comptaient pour les opérations de combat. Il connaissait les capacités des différents modèles de chars, la portée des diverses pièces d'artillerie et l'organisation des unités allemandes. En planifiant les attaques, il prenait en compte le terrain, la météo, la force ennemie et l'état de ses propres forces, mais il penchait toujours en faveur de l'action. S'il y avait la moindre possibilité d'attaquer, il voulait attaquer. Son état-major apprit à présenter les options en mettant l'accent sur les possibilités offensives plutôt que sur les nécessités défensives. Après la fin du briefing formel, Patton travaillait souvent tard dans la soirée avec son chef d'état-major et ses officiers clés, affinant les plans et rédigeant les ordres. Il s'impliquait personnellement dans la rédaction des ordres opérationnels, dictant souvent les points clés lui-même. Il voulait que ces ordres soient clairs, agressifs et inspirants. Il y incluait des phrases destinées à motiver les commandants, leur rappelant que la 3e armée ne battait jamais en retraite et ne se rendait jamais. Le dîner était un autre repas de travail, généralement vers 19 ou 20 heures. Patton mangeait avec ses officiers supérieurs et la conversation portait toujours sur la guerre. Il racontait des histoires d'histoire militaire, établissant des parallèles entre les opérations en cours et les batailles célèbres du passé. Patton croyait avoir combattu dans des vies antérieures en tant que guerriers antiques, et il parlait parfois de ses expériences passées supposées. Ses officiers trouvaient en cela excentrique, mais ils l'écoutaient parce que les connaissances historiques de Patton étaient réellement impressionnantes. Il avait étudié la guerre depuis l'Antiquité jusqu'à la guerre de Sécession, et il pouvait citer des exemples de batailles menées par Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon et Robert E. Lee. Il utilisait ces leçons historiques pour expliquer ses décisions tactiques. Par exemple, en planifiant un encerclement, il pouvait le comparer à la victoire d'Hannibal à Cannes. Cette perspective historique lui donnait des intuitions que d'autres commandants n'avaient pas. Après le dîner, s'il n'y avait pas de crise immédiate, Patton pouvait passer 1 heure à lire. Il gardait des livres avec lui, généralement d'histoire militaire ou de littérature classique. Il écrivait aussi dans son journal presque chaque nuit. Ses entrées de journal révélaient un homme plus complexe que ne le laissait penser son personnage public. Alors qu'il projetait une confiance absolue envers ses troupes et son état-major, ses écrits privés montraient des doutes, des peurs et des frustrations. Il s'inquiétait de savoir s'il prenait les bonnes décisions, si ses tactiques agressives coûtaient trop de vie et si l'histoire le jugerait favorablement. Il était profondément religieux malgré ses jurons constants. Et il priait régulièrement. Il demandait à Dieu de la force, la victoire et la sécurité de ses soldats. Pendant la bataille des Ardennes, il ordonna même à son aumônier d'écrire une prière pour le beau temps afin que ses avions puissent voler. Et il fit imprimer cette prière et la distribua à chaque soldat de la 3e armée. Même la nuit, la guerre continuait,
et Patton restait souvent éveillé tard pour surveiller les opérations. Les attaques de nuit étaient courantes et il voulait des mises à jour sur leur progression. Les officiers d'état-major le réveillaient si quelque chose d'important se produisait, et il venait dans la salle d'opération en robe de chambre pour examiner la situation. Il prenait des décisions même au milieu de la nuit, ordonnant parfois aux unités de réserve de renforcer une percée ou à l'artillerie de déplacer son tir vers de nouvelles cibles. Le sommeil était quelque chose que Patton prenait quand il le pouvait, généralement seulement 5 ou 6 heures par nuit. Il croyait que trop dormir rendait une personne faible, et il était fier de sa dureté. Cependant, il y eut des nuits où l'épuisement le submergeait, surtout pendant des opérations intenses comme la course à travers la France en 1944 ou le secours de Bastogne pendant la bataille des Ardennes. Pendant l'opération de Bastogne, Patton travailla presque 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, dirigeant personnellement le mouvement de 3 divisions entières pour percer les lignes allemandes et atteindre la 101e division aéroportée encerclée. Ce fut peut-être son plus beau moment en tant que commandant. Quand d'autres généraux disaient qu'il était impossible de déplacer autant de troupes aussi rapidement par temps hivernal, Patton le rendit possible par la seule force de sa volonté. Il poussa son état-major sans pitié, criant contre quiconque suggérait des retards, et il visita personnellement les unités de première ligne pour les exhorter à avancer. La 3e armée parcourut plus de 160 kilomètres dans des conditions terribles et brisa le siège allemand, prouvant que le style agressif de Patton pouvait accomplir des miracles. Avant de finalement aller se coucher, Patton sortait souvent de ses quartiers et regardait le ciel nocturne. Il aimait les étoiles et ressentait un lien avec les guerriers antiques qui avaient regardé les mêmes constellations avant la bataille. Il croyait au destin et sentait qu'il était destiné à être un grand commandant militaire. Ce sens du destin le soutenait à travers les revers et les controverses. Quand il se couchait enfin pour dormir, il pensait déjà au combat du lendemain. Il passait en revue dans son esprit les positions de ses unités, les réactions probables de l'ennemi et les opportunités de percer. Même dans son sommeil, la guerre le consumait. Son ordonnance rapportait que Patton parlait parfois dans son sommeil, donnant des ordres ou maudissant des ennemis imaginaires. Le stress du commandement était énorme, mais Patton semblait s'en nourrir. Il était le plus heureux quand il combattait, quand il menait des hommes au combat, quand il courait vers le prochain objectif. La paix, pour Patton, était ennuyeuse et décevante. Il vivait pour la guerre et était peut-être le commandant de combat le plus naturellement agressif que l'Amérique ait produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais tous les jours n'étaient pas identiques dans cette routine de planification et de combat. Il y avait des jours remplis d'avancées rapides et de victoires décisives qui l'énergisaient complètement. Pendant la percée de Normandie en août 1944, Patton connut certains de ses jours les plus heureux en tant que commandant. Ses chars fonçaient à travers la France, capturant villes et villages si rapidement que les cartes ne pouvaient pas suivre les changements. Ces jours-là, Patton était presque maniaque d'énergie, dormant à peine, constamment à la radio, exigeant que ses unités aillent encore plus vite. Il arrivait dans des villes nouvellement capturées, quelques heures seulement après leur libération, roulant dans des rues encore fumantes des combats, acceptant la reddition d'officiers allemands qui semblaient choqués que les forces américaines soient arrivées si vite. C'étaient les jours pour lesquels Patton vivait, quand tout fonctionnait parfaitement et que sa philosophie agressive se révélait juste. Mais d'autres jours apportaient frustration et revers. Quand les pénuries de ravitaillement le forcèrent à arrêter ses opérations en septembre 1944, Patton passa des jours à arpenter son quartier général comme un animal en cage, furieux de devoir s'arrêter alors que les forces allemandes étaient en déroute. Il fixait les cartes, calculant jusqu'où il aurait pu aller avec plus de carburant, convaincu qu'il aurait pu terminer la guerre des mois plus tôt si seulement ses supérieurs lui avaient donné les ressources dont il avait besoin. Ces jours-là, son humeur était encore pire que d'habitude, et les officiers d'état-major l'évitaient quand c'était possible. Les pires jours survenaient quand les opérations tournaient mal ou quand les pertes étaient élevées. Après des attaques ratées ou quand des unités étaient repoussées par des contre-attaques allemandes, Patton devenait sombre et renfermé. Il visitait les blessés dans les hôpitaux de campagne, voyant de jeunes hommes avec des membres arrachés ou des brûlures terribles. Et cette expérience le hantait,
même s'il essayait de ne pas le montrer. Il remettait en question ses propres décisions ces jours-là, se demandant dans son journal s'il avait poussé trop loin, si des tactiques différentes auraient pu sauver des vies. Mais au matin, il réprimait ses doutes et retrouvait sa posture agressive, croyant que l'hésitation et la prudence coûtaient finalement plus de vies que l'action audacieuse. Le jour où il apprit le massacre de Malmedy, où des troupes SS allemandes assassinèrent des prisonniers américains pendant la bataille des Ardennes, Patton fut consumé par la rage. Il passa toute cette journée à donner des ordres pour que ses unités ne fassent pas de quartier aux forces SS, et il s'assura personnellement que tout officier SS capturé soit interrogé durement. Les jours consacrés à la politique et aux relations avec le haut commandement étaient une torture pour Patton. Quand on lui ordonnait d'assister à des réunions au quartier général suprême ou de rencontrer des dignitaires et politiciens en visite, il se plaignait amèrement auprès de son état-major. Il voyait ses obligations comme des distractions par rapport à la victoire. Un jour mémorable, quand on lui ordonna de ralentir son avance pour laisser le maréchal britannique Montgomery obtenir plus de gloire, Patton passa des heures à tempêter dans son bureau, lançant des objets et maudissant Eisenhower pour être trop politique. Pourtant, il enfilait son uniforme de cérémonie, affichait un sourire forcé et assistait à la cérémonie requise tout en bouillant intérieurement. Les jours de la bataille des Ardennes en décembre 1944 montrèrent Patton à la fois sous son meilleur jour et sous son jour le plus intense. Dès qu'il comprit la situation, son esprit se mit déjà à chercher des solutions alors que d'autres généraux étaient encore sous le choc. Eisenhower demanda à quelle vitesse Patton pouvait disengager de son offensive en cours, tourner toute son armée de 90 degrés vers le nord et attaquer le flanc allemand. D'autres généraux pensèrent que c'était impossible par temps hivernal sur des routes enneigées. Patton déclara avec confiance qu'il pouvait attaquer dans 48 heures avec 3 divisions. Tout le monde dans la salle le crut fou ou menteur, mais Patton avait déjà anticipé cette possibilité et fait préparer des plans de contingence par son état-major. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités qui mit à l'épreuve tous les aspects du leadership de Patton. Il dormit peut-être 2 heures par nuit, subsistant grâce au café et aux cigarettes. Son quartier général devint une maison de fous alors que des divisions entières recevaient de nouveaux ordres, faisaient demi-tour et commençaient à se déplacer vers le nord à travers la neige et la glace. Patton semblait être partout à la fois, visitant personnellement les commandants de division pour expliquer le plan, vérifiant l'état des routes, hurlant contre les officiers du ravitaillement pour qu'ils fassent avancer le carburant et les munitions plus vite. Il ordonna même à son aumônier d'écrire une prière pour le beau temps et la fit imprimer et distribuer à tous les soldats. Son état-major pensa qu'il avait perdu la raison, mais Patton croyait au pouvoir de la prière et à l'importance du moral. Le jour où la 3e armée attaqua pour secourir Bastogne, Patton resta à peine au quartier général. Il se déplaça d'unité en unité, regardant son artillerie pilonner les positions allemandes, voyant ses chars et son infanterie avancer malgré une forte résistance. Quand la nouvelle arriva, que des éléments de la 4e division blindée avaient percé jusqu'à Bastogne et secouru les troupes encerclées, Patton versa réellement des larmes de joie, bien qu'il les essuyât rapidement avant que quiconque ne puisse les voir. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal que c'était peut-être le plus grand accomplissement de sa carrière, tournant une armée entière en plein hiver et brisant les lignes ennemies en quelques jours. Les semaines suivantes de combat dans les Ardennes furent brutales. Les pertes s'accumulèrent alors que la 3e armée progressait à travers la neige et les forêts gelées contre une résistance allemande déterminée. Patton visita les hôpitaux de campagne quotidiennement pendant cette période, voyant les cas de gelure aux côtés des blessés de combat. Il ordonna la distribution de vêtements et de bottes supplémentaires, exigea que la nourriture chaude atteigne les troupes de première ligne et vérifia personnellement le bon fonctionnement de l'évacuation médicale. Ces détails lui importaient parce que les soldats morts et blessés ne pouvaient pas se battre. Les jours les plus froids, quand les températures chutaient bien en dessous de 0, Patton était dehors lui-même, refusant de rester au chaud au quartier général pendant que ses hommes souffraient. Son uniforme pouvait être impeccable, mais il endurait le même froid, le même danger de l'artillerie et des attaques aériennes, la même épuisement.
Cette souffrance partagée faisait partie de la manière dont il maintenait son lien avec les troupes et explique pourquoi elles lui faisaient confiance malgré sa discipline sévère. Le style de leadership agressif de Patton obtint des résultats remarquables, mais créa aussi des ennemis. À la fin de la guerre en mai 1945, sa troisième armée avait infligé plus de pertes aux Allemands qu'aucune autre force alliée, tout en subissant moins de pertes elle-même. Ces soldats savaient qu'ils servaient sous un général qui valorisait assez leur vie pour terminer la guerre rapidement par une action audacieuse plutôt que par des batailles prudentes et meurtrières. Après la reddition de l'Allemagne, Patton eut du mal avec la période de paix et fit des déclarations controversées qui endommagèrent sa réputation. Il mourut en décembre 1945 des suites de blessures dans un accident de voiture en Allemagne sans jamais rentrer chez lui. Aujourd'hui, les historiens militaires débattent pour savoir si Patton était un génie ou simplement téméraire. Mais personne ne nie qu'il fut l'un des commandants de combat les plus efficaces que l'Amérique ait jamais produit. Sa routine quotidienne de mouvements en avant incessants, de courage personnel et de leadership spectaculaire créa une légende qui inspire encore les soldats aujourd'hui.